je suis à vous, on va parler d'actu juridique et on va répondre à vos questions. On démarre, sans plus attendre, avec une actualité juridique, pour le coup, vraiment assez fraîche. On parle d'une décision de justice du mois de juin 2024. Donc on est sur quelque chose d'assez récent. Et la question qui se pose dans cette actualité juridique, c'est la suivante. À quelles conditions les anciens associés d'une société civile sont-ils tenus des dettes sociales? Alors je vous rappelle quand même à titre d'intro qu'en société civile, la responsabilité des associés est illimitée. C'est-à-dire que si demain il y a des dettes qui ne sont pas honorées, on peut aller chercher le patrimoine des associés. Et donc là, la question c'est de se dire, est-ce que moi qui ai été associé, je ne suis plus associé dans une société civile parce que, par exemple, j'ai revendu mes parts, est-ce que je suis toujours finalement tenu des dettes sociales? Alors la question, elle me semble tout à fait intéressante. Donc, vous allez voir, globalement, en plus, ça correspond un peu à ce que j'ai commencé à vous décrire. Des associés de sociétés civiles ayant cédé leur part peuvent être tenus des dettes sociales devenues exigibles avant la date de cession, sans qu'il soit besoin de justifier de vaines poursuites contre la société avant cette date. Alors de vaines poursuites, ça veut dire qu'on ne demande pas que la personne à qui on devait de l'argent ait poursuivi la société en justice pour obtenir remboursement. Et salut à toi Vincent de Douglas. Comment vas-tu Vincent de Douglas? On parle d'une petite actu sur les dettes de sociétés civiles. Et ça concerne tous nos clients qui ont des SCI. Donc je pense que c'est passionnant. Voilà. Donc, à l'égard des tiers, les associés de sociétés civiles répondent infiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de cessation des paiements. Ça, c'est l'article 1857 du Code civil. Je ne vous le mets pas dans le chat, si vraiment ça vous passionne cet article, vous irez le lire. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir poursuivi la société et qu'elle n'ait pas payé, en gros. Ce que nous dit aussi l'article, globalement ce chapitre-là des sociétés civiles. Et des sociétés d'ailleurs. Mais là on parle de sociétés civiles. Et donc, en application de ces textes, une banque avait consenti un prêt à une SCI. Je vous avais dit qu'on allait parler de SCI. Et donc, une banque ayant consenti un prêt à une société civile immobilière agit en paiement d'échéances impayées du prêt contre d'anciens associés qui avaient cédé leur part après ces échéances. Donc, imaginez, vous voyez le prêt immobilier, il est remboursé, je ne sais pas, mensuellement. Il y a des échéances de mois, des emprunts, des échéances de mois qui ne sont pas remboursées. Je ne sais pas, on va dire mars, avril, mai, juin. Et en juillet, moi qui étais associé à cette SCI, je décide de vendre mes parts. Je pense que c'est à peu près ça le calendrier qu'on retrouve dans cette décision. Ça veut dire que les dettes, les échéances, les dettes non payées, elles étaient exigibles avant que je cède mes parts. Donc, évidemment, première étape, cour d'appel. Bon, ce n'est pas la première étape, mais souvent, on part souvent de là quand on analyse les décisions de justice. Une cour d'appel déclare l'action en paiement irrecevable en retenant que la banque ne justifiait pas de poursuite contre la société préalablement à la date de cession. Et ajoute la Cour, le simple fait que des échéances impayées soient devenues exigibles avant cette date ne suffit pas à constituer de telles poursuites au sens des textes précités. Oui, j'ai peur de ce que va nous dire la Cour de cassation. La Cour de cassation censure l'arrêt. Donc ça veut dire que la Cour de cassation a dit la Cour d'appel, je prends ton arrêt, je le plie, j'en fais une cocotte en papier et puis je la mets dans mon barbecue. La version soft, évidemment. Après, je laisserai votre imagination faire le travail. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en déduisant de l'article 1857 que les anciens associés d'une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital, donc sans solidarité Vincent, à la date de l'exigibilité de celle-ci, et en annonçant que l'article 1858
exige de vaines poursuites contre la société avant les poursuites contre les anciens associés, et non à la date de cession de leur part. Voilà. Si vous voulez, je vous relis cette dernière partie pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc la Cour de cassation a dit, bah non, l'article 1857 implique que les anciens associés d'une société civile continuent à devoir l'argent lié aux dettes de la société en fonction de leur répartition dans le capital à la date de l'exigibilité de celle-ci, donc à la date à laquelle on devait les payer. Et donc la Cour de cassation dit, l'article 1858 exige qu'il y ait eu des poursuites contre la société avant les poursuites contre les anciens associés et non avant la date de cession de leur part. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour pouvoir poursuivre les anciens associés, c'est pas avoir poursuivi la société avant qu'ils aient vendu leur part. Il faut avoir poursuivi la société avant de poursuivre les anciens associés. Donc en gros, l'article 1858 dit simplement, si vous voulez demander le paiement à un ancien associé d'une dette de SCI, qui était exigible au moment où il était associé, il suffit d'abord de dire à la société paye-moi STP. La société ne vous répond pas, elle ne vous paye pas. Ensuite, vous allez voir l'ancien associé, vous dites maintenant, toi, tu payes. C'est ça l'interprétation de l'article 1858 par la Cour de la cassation. Mais bien sûr que je peux transmettre l'article, mais je ne le mets pas dans le Twitch parce que c'est de la documentation technique privée, mais je peux tout à fait te l'envoyer. Je peux te l'envoyer par contre. Je te trouve. Vincent, il est caché où? Voilà. Parce que c'est sur un... Il faut être abonné pour y avoir accès. Pouf. Voilà. Salut Yas, la forme. On est en train de lire une actualité qui un peu rappelle les conditions dans lesquelles on peut poursuivre un associé de SCI qui n'est plus associé, mais pour des dettes que la SCI devait payer avant qu'il quitte la société. Mais écoute, ça va très bien. On est jeudi, je suis content parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live le jeudi. Et voilà. Donc je trouve ça cool. Après, j'ai pas pu être là hier, hein, parce que j'avais déplacé un petit peu mon agenda. Et salut, Capitaine Flemme. J'espère que vous êtes en forme. Alors, j'en profite pour lire quand même la petite note qui va avec l'actu là, que je vous ai parlé. Donc, cette précision est inédite. D'accord? Inédite. C'est pas souvent que la Cour de cassation elle nous sort un truc inédit. Hein. Et résulte de la lettre des textes. Ça rend une application très littérale du texte par la Cour de cassation. D'une part, l'article 1857 prévoit que la contribution des associés au paiement des dettes sociales est calculée, bien sûr, à la proportion de leur part dans le capital à la date de l'exigibilité. Eh bien non, en fait, Yas. En gros, la limite, c'est les dettes exigibles au moment où vous avez vendu vos parts. Donc, par exemple, toutes les échéances de prêt qui n'ont pas été honorées avant que vous vendiez vos parts, eh bien, vous êtes potentiellement susceptible de devoir les payer après avoir vendu vos parts. Voilà. À hauteur du pourcentage que vous aviez dans la société au jour où vous êtes parti. Et s'il y avait eu des sections, des sessions successives, imaginons, je sais pas, vous avez eu 50% du capital pendant 6 mois, vous avez vendu 25%, donc vous étiez descendu à 25% pendant 6 mois, puis ensuite vous étiez à 0%. Imaginons. Et ben les dettes qui sont devenues exigibles et qui n'ont pas été payées sur les premiers 6 mois, même si vous n'êtes plus associé, on peut venir vous réclamer le paiement à vous. Je pense que la prescription est de 5 ans. Hein. Donc 5 ans après l'exigibilité. Je ne suis pas sûr de ça. Je dis peut-être une bêtise, mais
Il y a de bonnes chances que ce ne soit pas complètement faux. Mais du coup, on peut venir vous chercher pour vous payer 50% de ces dettes-là les 6 premiers mois. Les 6 mois d'après, vous avez 25%. On peut venir vous demander de payer 25% des dettes non payées les 6 mois d'après, par exemple. Même si au jour où on vous demande de venir payer, vous n'êtes plus associé, vous restez tenu des dettes qui étaient exigibles au jour de votre départ. Voilà. On parle, la notion d'exigibilité, c'est la date, l'exigibilité d'une dette, c'est la date à laquelle on doit rembourser l'argent. Donc par exemple, si l'échéancier d'emprunt dit je dois verser 2000 euros tous les 10 du mois, ça veut dire que le 10 du mois, ma date d'exigibilité de la somme de 2000 euros, elle est atteinte. Voilà. C'est ça que ça veut dire une date d'exigibilité quand on parle de dette. Je préfère le préciser, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, et n'hésitez pas, hein, quand je lis de l'actu comme ça, il y a beaucoup de jargon. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, hein, vous me faites un petit message, vous me dites « Ah David, ça veut dire quoi ça ?» Et puis j'essaie de vous l'expliquer du mieux que je peux. Donc la petite note nous dit qu'il résulte donc de l'article 1857 et de cette décision de la Cour de cassation que l'associé qui a cédé ses parts à une époque où la créance était exigible peut être poursuivi en paiement de celle-ci. Ça, c'était une jurisprudence qui avait déjà plus ou moins été validée en 1991, mais qui n'était peut-être pas aussi claire en tout cas. Il faut être concerné par le sujet, mais ça concerne entre guillemets toutes les personnes qui ont une SCI potentiellement et qui à un moment donné peuvent en sortir. Voilà. Donc ça peut concerner quand même facilement du monde, Yas. Je sais qu'on a beaucoup de clients chez nous qui ont des SCI, donc ça peut concerner les personnes. Je pense que voilà, c'est intéressant de le savoir, de se dire, là, je vends ma société, par exemple, je suis en cas de divorce, on se met d'accord un peu sur certaines choses, et puis bon, les parts de la SCI, je les laisse à ma conjointe, à mon conjoint. Voilà. Bon, on a considéré l'immeuble y vaut tant, voilà, il y a tant de prêts, ok. Bon, on n'avait pas payé toutes les dettes. Oui, je peux en venir, hein. Voilà, ça peut faire, ce genre de cas, ça arrive. Voilà, je vous le dis. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, d'autre part, l'article 1858 donc, ne conditionne pas l'action en paiement contre un associé à l'existence de poursuites vaines contre la société avant la perte de la qualité, donc avant la cession, mais vraiment juste avant. Il faut le débiteur, en l'occurrence, par exemple, là, la banque, devait d'abord demander à la société de payer. Et une fois qu'elle avait pas obtenu gain de cause auprès de la société, elle pouvait poursuivre les anciens associés. Voilà. D'ailleurs, c'est assez marrant cette note qui dit « En décider autrement pousserait d'ailleurs les créanciers à engager au plus vite les poursuites contre la société de crainte que les associés ne cèdent précipitamment les parts. » Bah oui, clairement. Je commence à pas payer mes dettes, pouf, je cède mes parts à une société à Singapour, à un trust dont on ne retrouvera jamais l'existence, et je disparais dans la nature. Voilà. Donc effectivement, ça permet effectivement de casser les potentiels contournements qu'on pourrait avoir autour de la poursuite de dettes impayées. Et du coup, il résulte à contrario de l'arrêt commenté que les anciens associés ne sont plus tenus des dettes sociales devenues exigibles après. Ça, c'est cool aussi. C'est une sécurisation de se dire, en fait, moi j'ai vendu, maintenant je suis sûr que les dettes sociales qui deviennent exigibles après, on ne va pas me demander de les payer. Voilà. Bon, après, la dernière, c'est sur les SNC, c'est pas la peine qu'on en parle. Ok. Moi, je trouve ça hyper intéressant comme actu. Voilà, je vous le dis. Et en plus, ça concerne pas mal de monde chez Dougs, je pense. En tout cas, ça peut intéresser pas mal de monde. Ça les concerne s'ils payent leurs dettes, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est pas toujours aussi simple que ça. Voilà.
Comme je le disais, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en profite, là, je vois qu'il y a un petit peu de monde. Pensez à vous abonner à la chaîne de la quotidienne. Je vais épingler. Tiens, pouf. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et j'en profite également pour vous rappeler que le 24 juillet, il y aura un live spécial avec Émilie Fatkik, expert comptable, qui va venir. J'ai préparé des questions, moi, pour la questionner sur les valorisations d'entreprise. N'hésitez pas, si vous avez des questions que vous voulez lui poser, vous pouvez me les mettre dans le chat et je les rajouterai dans la liste des questions. Ça sera en live, alors vous pourrez venir ce jour-là avec vos questions. Mais disons que plus moi je les ai à l'avance, plus je rajoute ça dans un ordre logique aussi pour cette interview. Ça va être la première fois que je fais cet exercice d'interview d'un expert comptable, de quelqu'un de manière générale. Donc voilà. Donc si on peut se préparer un peu à l'avance, pour moi c'est plus simple. Et bonjour Ensan, je sais pas comment, Ensan. Bienvenue. Bienvenue dans le Twitch game. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais il ne faut pas hésiter. Si vous avez une question concernant votre statut, vous pouvez la poser. Et moi, je vais faire en sorte de vous y répondre. Voilà. C'est Nicolas. Eh bien, pas de souci. Actuellement, je suis en SASU. Nicolas, très bien. On a retrouvé, je pense, votre dossier chez Doux. Je suis en SASU pour une activité de freelance informatique. Ok, je vais en profiter pour ouvrir vos statuts. J'étais en train de procéder à la création d'une liste sous-jacente. Ok, donc une société SCI qui va être une filiale de la SASU. Pas de problème. Et votre question, je pense que je vais la deviner, c'est est-ce que mes statuts me permettent de faire cette activité ou est-ce que je dois envisager une modification de mes statuts? Si c'est ça, je suis fort. Hein. Ah mais j'ai trouvé que votre i en fait. C'est bon, j'ai trouvé votre SASU. Hé hé, il était fort en vrai. Hein. Je regarde vos statuts, on va regarder ça. C'est bon, je les ai vos statuts. C'est vos statuts qui sont dans Dougs sont les bons. Je vous regarde ça en direct et je vous réponds à votre question. Votre objet social, voilà. Ben, je ne le lisais pas d'un point de vue de discrétion, mais si vous le mettez, il n'y a pas de souci. Donc, conseil en système et logiciel informatique, ainsi que toutes les opérations en audit, documentation, formation utilisateur, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage se rattachant à l'objet indiqué ci-dessus visant à favoriser l'activité de la société. Elle peut réaliser toute opération qui se rapporte à cet objet compatible avec celui-ci. Aujourd'hui, cet objet social, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que l'activité de votre société, une société, c'est une personne qui est limitée. Une société, c'est limité. Elle ne peut pas faire ce qui n'est pas dans son objet social. Alors, en général, d'ailleurs, on développe un peu la formule, hein, la deuxième partie de votre objet social. En général, on développe un peu plus avec justement, en allant parler de ce qui est connexe, annexe, etc. à l'activité. Là, votre objet social, il est vraiment court. Là, si vous voulez créer une SCI, que votre SOSI soit associée là-dedans, pour moi, il faut modifier votre objet social. Rajouter une casquette holding qui va se glisser en fait entre le premier et le deuxième onglet, premier et deuxième tiret de votre objet social. Donc il faut rajouter l'activité de holding. J'en profiterai également si j'étais vous pour modifier ce qui est actuellement votre deuxième tiret, mais qui deviendra le troisième, pour y rajouter un peu plus de corps
sur ce qui est annexe et connexe aux activités qui vont être présentes. Bah, en complément, moi j'ai t'offert à minimum voilà, le dernier paragraphe pour mettre un truc qui me semble un peu plus joli. Après, sur la première partie, c'est intéressant aussi pour vous de vous questionner quand même. Prenez le temps de regarder si la première partie de votre objet social, elle est vraiment exhaustive aussi. C'est l'occasion de modifier aussi la première partie. Si vous voulez reformuler par exemple la première partie ou ajouter des précisions, bah, c'est l'occasion. Là, je vois donc conseil en système et logiciel informatique, toutes prestations en audit, documentation, formation, maîtrise d'œuvre. Voilà, donc par exemple, je ne sais pas, alors je vous dis un truc au pif, peut-être ça ne vous concerne pas du tout, mais euh, d'ajouter des éléments sur le développement logiciel ou même l'achat-revente. Voilà, s'il y a des trucs que vous avez en tête, que vous allez commencer à faire dans quelques temps, ou que vous voulez vous dire, bon, bah, c'est l'occasion d'élargir un peu l'objet social, bah, faites-le. Faites-le en même temps. Puisque l'objectif, et je vais même aller un peu plus loin, et je vais même aller un peu plus loin, si vous voulez faire des modifications autres, par exemple, sur votre cabis, votre adresse personnelle, elle a changé. Bah, c'est l'occasion de la mettre à jour en même temps. Pour pouvoir justement, quand on fait plusieurs opérations en même temps, juridiques, on peut cumuler les frais de greffe. Enfin, justement, on ne va pas les cumuler, on va pouvoir faire rentrer dans l'assiette des frais de greffe un maximum de choses sans les cumuler. Donc ça vous permet de faire potentiellement des économies si vous avez plusieurs modifications. Ben exactement, ben si vous voulez faire de l'apport d'affaires, ça peut être ajouté dedans, carrément. Tout à fait. Donc achat-revente, apport d'affaires. Donc là, ce qu'il faut faire, nous, on peut vous proposer, bien sûr, si vous faites de l'apport d'affaires, oui, ça va générer du chiffre d'affaires. Donc c'est une activité commerciale pour votre société. Donc pour moi, oui, il faut l'ajouter. Il faut être exhaustif dans votre objet social au maximum. Donc nous, on peut vous envoyer, je ne sais pas si ça a été fait encore, un devis si vous voulez qu'on vous fasse cette opération. Et après, l'idée, c'est que vous nous dites exactement tout ce que vous voulez modifier. Et après, l'idée, c'est que vous nous le formuliez tel que vous l'imaginez. Et après, nous, on va le reformuler. On va le reformuler en des termes juridiques. Et puis, au moment de préparer les documents, après, on va vous envoyer les documents pour signature. Relisez bien tel que ça a été, rédigé. Si j'ai besoin de modifications, le juriste en charge de votre dossier, il vous fera les modifs, il n'y a pas de problème. Alors, capitaine Flemme, sans être trop précis, là on parle d'étendre l'objet social. L'objet social tel que Nicolas l'a, il est déjà assez large par rapport à ce qu'il fait. Donc là, l'idée c'est vraiment de rajouter des précisions et en plus d'élargir sur la partie, holding. Donc on va pas être trop précis, on va être large. Par contre, on va rajouter des cas en plus. Voilà. Donc là, on peut se permettre de rajouter des précisions. Moi, je le dis souvent, il y a un terme qui est un peu mon terme, mon cheat code en matière d'objet social, c'est le terme notamment. Je trouve ce terme, c'est vraiment le meilleur mot. C'est toujours de dire, on va faire on va faire telle activité de manière très générale, notamment dans le domaine de ça, par exemple. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très large et quand même d'apporter des précisions qui permettent de la personne qui lit l'objet social, elle comprend ce qu'on fait. Voilà. En fait, la condition fourre-tout de la fin, on va la reformuler. Ah mince, désolé. La dernière condition, on va rajouter connexe, annexe, etc. On a une formule qui marche bien et on vous le remplacera. On va se le noter dans la tâche directement.
Bah, franchement, c'est avec plaisir, hein. Je suis là pour ça. Donc, voilà. On va vous rajouter la prestation sur votre objet, sur votre compte Dougs. Comme ça, vous aurez la possibilité de l'accepter bah, dès que vous avez un moment. Et puis, on va y rajouter du coup, nous, les informations qu'on a échangées ensemble là pour que tout ça, ça fonctionne bien. Eh ben, franchement, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à rester et à venir régulièrement, à en parler autour de vous. Voilà. C'est le genre de retour qui me fait très plaisir. Donc, merci beaucoup à vous. J'ai vu un article qui parle de la BCE qui a peur de l'évasion fiscale dans le contexte actuel. Bah, c'est pas impossible. C'est pas impossible que, ben, en fonction des résultats. Alors, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, on a publié sur la chaîne YouTube des replays, on a publié justement le petit morceau sur lequel je revenais sur la partie élection. Euh, et ma position là-dessus, elle n'a pas beaucoup évolué, hein. Tant qu'on tant qu'on n'a pas plus d'infos, c'est compliqué. Euh, Après, si vous envisagez de faire ça, je pense que vous pouvez attendre dimanche avant de prendre une décision, quoi. Parce que de toute façon, il y a du délai. Comme je vous disais, hein, l'agenda parlementaire, c'est quelque chose quand même. Perso, je recommande 12 régulièrement. Globalement, l'expérience client est très bonne en termes d'interactivité, service et interface. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre retour. Ça fait très plaisir. Et sachez que parfois, euh, on a toujours envie de faire mieux. Et donc, parfois, si jamais vous rencontrez une expérience qui n'est pas à la hauteur de ce que vous auriez aimé voir, n'hésitez pas. On est à l'écoute de nos clients, vraiment. C'est-à-dire que vous nous faites un retour et vous nous dites, voilà, tiens, j'ai rencontré tel truc, je trouve que c'est pas très ergonomique, c'est pas optimal. N'hésitez pas à nous faire ce genre de retour. Nous, comme on développe nos outils en interne, on les transfère après les demandes aux personnes qui bossent dessus, voilà. Donc voilà, on fait au mieux tous les jours pour rendre l'expérience pour vous la plus incroyable possible. Quand je dis ça, c'est l'évasion fiscale, oui. Mais Yas, moi, j'ai pas le droit de parler d'évasion fiscale. Vous avez vous me faites dire des mots que j'ai pas le droit de prononcer là. Et bon courage au coup si vous bossez. L'évasion fiscale, c'est le mot qu'on n'a pas le droit de prononcer, je crois. C'est c'est un peu le vol de mort, quoi. Non, non, du coup, effectivement, l'évasion fiscale, bah, oui, ça peut augmenter l'évasion fiscale. En fait, c'est pas tellement augmenter l'évasion fiscale au sens, enfin, en gros, ça va augmenter d'une certaine manière les personnes potentiellement qui peuvent se dire je vais me débrouiller pour placer ma fiscalité sous un régime autre que le régime français. C'est pas forcément de. Alors, ça, on peut considérer ça. La notion d'évasion fiscale, c'est une notion économique. Juridiquement, ça veut pas forcément dire grand-chose. Moi, je me constate, je reste, je suis un juriste, hein. Bon, je reste très carré dans mes bottes de juriste. Euh, Si l'utilisation des mécanismes fiscaux en place sont légaux, bah, c'est légal, hein. Voilà. Donc oui, est-ce que c'est un risque? Bah, potentiellement, oui. De la même manière qu'on a observé ce qu'on disait l'autre jour, hein, la baisse la baisse des actions en bourse et une frilosité des investisseurs. Bah, ce genre de situation, effectivement, ça peut provoquer ce genre de situation. On aura un peu plus d'infos dans les semaines qui vont venir.
très rapidement, un truc qui peut vous intéresser. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vais quand même vous en parler. Tous les mois, vous savez, il y a une publication de l'arrêté des taux de maximum d'intérêt déductible. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, une société holding, on prête de l'argent à sa société fille, on veut rémunérer, on doit rémunérer, hein, c'est important, mais on rémunère les avances de trésorerie faites par une société à une autre au sein d'un même groupe, on doit le rémunérer et on a un taux maximum déductible fiscalement. Il a été mis à jour pour les gens qui clôturent un exercice de 12 mois au 30 juin 2024. Le taux, il est actuellement fixé à 5,96%. On frôle les 6%. Voilà. Donc sachez, si vous clôturez au 30 juin 2024, le taux de rémunération des rémunérations des sociétés holding ou des rémunérations des sociétés qui prêtent de l'argent, ou même des associés de personnes physiques qui prêtent de l'argent, hein, le taux fiscalement déductible pour un exercice clos au 30 juin 2024 d'une durée de 12 mois s'élève à 5,96%. Voilà. Pour vous donner une idée, on était à 5,97. Les prévisions, c'est 5,97 pour août et septembre. Donc on est sur une légère hausse sur les prochains mois a priori. Donc là, c'est 5,96 pour ce qui clôture du 31 juillet du 31 juillet. Pour les sociétés qui clôturent au 31 juillet, c'est 5,97. Et pour celles qui clôturent au 31 août, c'est également 5,97% de rémunération des avances de trésorerie maximum d'un point de vue de la déductibilité fiscale. C'est-à-dire qu'on peut faire plus, mais ce qu'on rémunère en plus n'est pas une charge déductible de l'impôt sur les sociétés. Voilà. J'ai vu passer ça, je me suis dit que c'était quand même intéressant qu'on en parle. Alors, on en a parlé, ça fait un peu écho, Yas, d'ailleurs, au sujet sur l'actuel Parlement. Il y a eu un arrêté, les arrêtés, on peut encore les faire, du 25 juin 2024 qui a prolongé d'une année la possibilité pour les employeurs d'utiliser le modèle de bulletin de paye temporaire qui figure dans un arrêté de 2016, puisqu'il y avait une réforme en cours du bulletin de paye. Et donc, comme on est en incertitude, eh bien, le modèle provisoire peut s'appliquer encore jusqu'au 1er janvier 2026. Voilà. Donc après, si vous ne passez pas par Dougs pour votre bulletin de paye, chez Dougs, nous, on se débrouillera toujours pour qu'il soit en conformité. Mais si vous ne passez pas par Dougs, eh bien, sachez que vous avez la possibilité d'appliquer l'ancien modèle jusqu'au 1er janvier 2026. Voilà, donc on reporte en gros d'un an le nouveau modèle de bulletin de paye. Là, il va falloir s'attendre de toute façon à avoir beaucoup ce genre de dispositions. Alors, qu'est-ce que je m'étais gardé de côté comme actualité? J'avais une autre actualité ici, c'était sur la collecte de données. Alors, c'est pas forcément le genre de sujet que j'affectionne particulièrement, mais là, c'est la cour criminelle de la Cour de cassation qui parle de collecte de données
Donc je m'étais dit que j'allais quand même le lire. L'article est court, donc on va le faire. C'est un article là sur la collecte déloyale par un enquêteur privé de données personnelles en libre accès sur Internet. Ok. Revêt un caractère déloyal, la collecte par un enquêteur privé de données personnelles pour partie en libre accès sur Internet à des fins de profilage des personnes concernées et d'investigation dans leur vie privée sans qu'elles en soient informées. Une société demande à un enquêteur privé d'effectuer des recherches sur ses salariés, candidats à l'embauche, clients et prestataires portant sur leurs données personnelles, antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacement à l'étranger. C'est large comme enquête, dis donc. Les informations collectées sont issues de la capture et du regroupement d'informations diffusées sur des sites publics. L'enquêteur privé doit être déclaré coupable du délit de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen déloyal. La Cour de cassation nous dit ça. En effet, la collecte de données personnelles pour partie en libre accès sur Internet, utilisée sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne et recueillie à l'insu des personnes concernées, est déloyale. Une telle collecte devant donner lieu à une information des personnes concernées afin qu'elles puissent exercer leurs droits d'opposition prévus à l'article 56 de la loi informatique et liberté. À noter, les données doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. Ça, c'est la loi RGPD, bien sûr. Et leur collecte requiert l'information de cette personne afin de lui permettre d'exercer son droit d'opposition. Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Ça rigole pas, hein. Lorsque la collecte des données est réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d'investigation de leur vie privée, elle ne peut pas être considérée comme réalisée loyalement. Alors clairement, je veux faire du profilage avec un investigateur, je vais y arriver. Une investigation privée, globale, ça veut dire déloyale. Il est sans incidence que les données soient accessibles librement sur Internet, dès lors que leur utilisation est sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne. Il a ainsi été jugé qu'il était déloyal la collecte et la communication par une société à des tiers d'annonces immobilières publiées sur Internet par des particuliers faits à leur insu. La Cour de cassation réaffirme ici ce principe dans un contexte important des rapports employeurs-employés. Ça, c'est toujours un sujet qui est important parce qu'il y a beaucoup de données publiques. Moi, je trouve en matière de société, hein, vous allez sur pas mal de sites comme Papers, Société Ninja, vous pouvez trouver beaucoup d'informations personnelles concernant les dirigeants, les associés de société. Et je trouve ça toujours un peu original, cet équilibre entre confidentialité des données, besoin de publicité, de transparence de la vie des affaires, et en même temps gestion du RGPD. Je trouve qu'on est sur un équilibre vraiment très instable sur ces choses-là. Je ne sais pas si le RGPD a rajouté beaucoup de clarifications à tout ça. En tout cas, sachez que demain, vous n'êtes pas en mesure d'aller récupérer des informations, collecter des informations publiques sur les personnes sans leur accord, même si ces informations sont publiques. Donc d'une certaine manière, j'imagine que si moi je veux par exemple faire du profilage de société, je vais sur Papers et je vais chercher toutes les adresses des dirigeants qui habitent dans le Loir-et-Cher parce que c'est là que je veux faire une action, potentiellement, là clairement je suis en infraction et je suis punissable de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Voilà. Pourquoi le Loir-et-Cher ? Eh bien, parce qu'à 300 000 € d'amende, on peut dire que le Loir est cher. Et oui, la quotidienne juridique, c'est aussi des jeux de mots. Voilà, pour les amateurs de calembours. Je lis tout le doute sur vos visages, que je ne vois pas, mais j'imagine. Voilà. Écoutez, s'il y en a au moins un d'entre vous qui a ne serait-ce que souri, c'est une victoire pour moi.
Voilà, je crois que j'ai fini pour mon actu. Je sais pas si vous avez des sujets, des choses que vous voulez des questions que vous voulez, auxquelles je voulais que je réponde. C'est les articles que je m'étais mis de côté, que j'ai trouvé assez intéressants. Je regarde, j'en profite, je regarde si je vois deux, trois autres actus qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Alors, je sais pas si on aura le temps de regarder tout ça, mais je vois qu'il y a eu... Mais ça date un peu en fait. Je sais pas pourquoi ok. L'article est récent, mais a priori la modification est un peu date d'il y a quelques mois. C'est des modifications liées à la TVA applicable aux NFT. Mais qu'est-ce que les NFT? Non-fungible token. Bah, je suis surpris. Mais, alors peut-être que ça n'existe plus. Et c'est d'ailleurs, vous savez, l'administration fiscale ou la loi, c'est un peu comme la police dans les films. Vous savez, elle arrive à la fin quand le méchant il est à terre et déjà ligoté. Bah voilà. La loi arrive et potentiellement le phénomène n'existe plus. Alors après, globalement, ils ont l'air de s'être calqués hein, sur globalement les crypto-actifs. Donc les NFT sont définis fiscalement comme des fichiers informatiques uniques enregistrés sur une chaîne de blocs. Et oui, une chaîne de blocs, une blockchain, qui sont souvent employés comme des certificats de propriété pour des biens matériels ou immatériels. L'administration fiscale indique ainsi s'ils ne sont pas, en raison de leur caractère non fongible, l'administration indique aussi ce qu'ils ne sont pas. Ok. En raison de leur caractère non fongible, les NFT doivent être distingués des catégories traditionnelles de cryptoactifs et ne peuvent se voir appliquer l'exonération de TVA potentiellement applicable aux opérations bancaires et financières. Et oui, le côté non fongible fait qu'on ne peut pas dire qu'un NFT en vaut un autre. Voilà. Là où, à date équivalente, un bitcoin vaut un bitcoin, par exemple. Vous pouvez échanger un bitcoin contre un bitcoin, c'est échangeable. Ça change rien. C'est le principe de la définition de fongible et non fongible. Hein. L'administration rappelle que les transactions faisant intervenir des NFT ne font actuellement pas l'objet de dispositions particulières et qu'elles doivent donc, dans ces conditions, relever des règles de TVA de droit commun applicables selon la nature de l'objet ou du service sous-jacent auquel le NFT se rapporte. Dans cette optique, le rescrit via trois exemples pratiques apporte d'utiles précisions quant au régime de TVA susceptible de s'appliquer à chacune des situations identifiées. Donc la TVA du NFT dépend en réalité du produit ou du service auquel il se rattache. Quelques cas d'illustration pratique. Création et vente de cartes numériques de collection. Donc des cartes de collection sous forme de NFT. Évidemment, il y a des gens qui achètent encore ça. Ils n'ont pas appelé ça une succession logique de blocs. Non, ils ont appelé ça une chaîne de blocs. Ah, c'est l'administration fiscale. Hein. Donc l'administration fiscale précise que la création et la vente de cartes numériques de collection via des NFT doivent être considérées comme une prestation de service. Cette qualification repose principalement sur celle de l'opération sous-jacente à laquelle il faut se référer, à savoir la fourniture de cartes ou d'œuvres sous la forme numérique. Les cartes numériques ne sont pas des biens corporels, par conséquent les transactions concernent le transfert de droits y afférents et donc doivent être qualifiées de prestations de service au regard de la TVA. Le rescrit ajoute que lorsque ces cartes sont émises à l'aide d'outils informatiques de manière largement automatisée avec une intervention humaine minimale, du mining, le service, je ne sais pas ce que ça cache derrière ça, le service ainsi réalisé doit être qualifié de prestation de service fournie par voie électronique et suivre par conséquent l'ensemble des règles de TVA propres à ces prestations. Ouais, de la TVA à 20% a priori. Classique. L'administration fiscale s'aligne ainsi sur l'avis rendu par le comité de TVA de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on doit se marrer dans ce comité de TVA de la Commission européenne?
qu'est-ce qu'on se fait comme blague quand on est au comité TVA de la Commission européenne? Dans lequel il était précisé que le processus de minting, à savoir le procédé par lequel un NFT est créé sur une blockchain, doit être appréhendé comme une prestation de service numérique en raison de l'absence d'intervention humaine. Intéressant. Création et vente d'œuvres graphiques numériques associées à des NFT. Tout comme les cartes numériques de collection, il convient pour déterminer le traitement de TVA applicable à la cession d'œuvres graphiques numériques auxquelles sont associés des NFT de se référer à l'opération sous-jacente. Ok. Quant au taux applicable, les œuvres créées via des procédés informatiques et non entièrement exécutées à la main ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5. Toutefois, le taux réduit de 10% peut être appliqué si l'œuvre numérique répond aux critères de qualification d'œuvre de l'esprit, au sens du droit de la propriété intellectuelle, et que la cession s'accompagne de la cession des droits d'auteur qui y vont avec. Si ces critères ne sont pas remplis, les cessions d'images numériques attachées à une NFT seront soumises au plein droit, au taux normal de 20%. Voilà, donc on peut retrouver quand même l'application des taux réduits en matière de NFT. Financement de jeux vidéo par émission de NFT. L'administration fiscale aborde également le cas où des NFT sont utilisés pour financer le développement participatif de jeux vidéo. Donc là, c'est le NFT sous forme de récompense, finalement. Les objets numériques vendus avant la sortie du jeu ne sont pas soumis à la TVA puisque compte tenu de l'aléa sur l'existence des contreparties futures, le lien direct entre le paiement et la prestation future est incertain. Genre Fortnite. Après là, on est plutôt sur un jeu qui a priori est en cours de développement. C'est-à-dire, je me lance dans le développement d'un jeu, je cherche de l'argent pour développer mon jeu et je décide de faire des NFT dans l'univers a priori du jeu. Et ces NFT, je les donne aux personnes qui financent de manière participative le développement du jeu. Via, je sais pas, un Kickstarter par exemple. Un Kickstarter dont, si vous participez, vous avez un NFT par exemple. J'imagine que c'est à peu près ce genre de cadre. Toutefois, une fois le jeu lancé et les objets numériques devenus utilisables, je me demande si c'est pas plutôt ce qu'on appelle les skins, du coup. Skin unique. Ça, c'est un NFT. Ces transactions sont alors soumises à TVA. Conformément aux règles de droit commun, au cas particulier, la mise à disposition d'un bien incorporel s'analyse à nouveau comme une prestation de service dont le fait générateur intervient précisément lors de cette mise à disposition, mise en service du jeu vidéo. Ça veut dire que si j'émets des NFT dans un financement participatif de jeux vidéo, au moment où je les émets, je suis tranquille. Le jour où mon jeu vidéo il est on et que les gens vont pouvoir utiliser leur NFT en jeu, eh bien, en réalité, je dois la TVA sur le montant qu'ils ont versé. C'est... faut l'avoir pré-shot, hein, pour pouvoir se retrouver avec la trésorerie nécessaire, potentiellement. Voilà. Intéressant. Intéressant. Bon, apparemment, il y a encore des travaux réalisés par le comité expert TVA. Encore des gens qui ont certainement beaucoup d'humour. Et du coup, il y a encore pas mal de travaux apparemment qu'ils doivent faire justement sur l'application de la TVA à tout ce type d'actifs. Moi, ce que je peux du coup conseiller, parce qu'en fait là, la mise à jour de l'administration fiscale concerne des rescrits, c'est-à-dire qu'on lui a posé des questions pour lui dire hey, dans ma situation, est-ce que je vais me retrouver à payer de la TVA sur mes NFT? Et l'administration fiscale se positionne avec les rescrits. Et elle s'en sert pour alimenter sa base. Du coup, peut-être que si vous êtes concerné par des NFT, ça peut valoir le coup quand même de passer par un rescrit fiscal pour savoir quelle sauce vous allez être mangé en matière de TVA. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. – 14h58, ça va être la fin de notre live.
Vous avez été assez nombreux cet après-midi, c'était cool. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On a pu répondre à des questions de différentes personnes. Lire un peu d'actu cool, ça c'est chouette. Et puis demain, je vous rappelle qu'on parlera de CGV. J'arriverai avec un petit sujet préparé. Et puis voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette quotidienne juridique. J'étais ravi de passer cette heure avec vous, c'était cool. Voilà. N'oubliez pas, on s'inscrit sur doux.fr, ça c'est évident. On s'abonne à la quotidienne juridique, la chaîne YouTube. On s'abonne à la chaîne Twitch. On peut même lâcher un sub si on veut, pourquoi pas, après tout. Moi je vous remercie à tous pour votre présence, c'est très très cool. Et puis écoutez, il me reste à vous souhaiter à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite sur la quotidienne juridique et sur doux.fr. Bye bye.